Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Les sénateurs adoptent en plénière le budget 2021 qui s'élève à 8 398 milliards de francs CFA. Un vote tenu par bulletin secret. Cette séance a aussi été l'occasion d'aborder d'autres points. L'agenda 2030 du Sénat sur les collectivités territoriales également adopté. Il se résume en 6 points essentiels pour une meilleure gouvernance. Le continent africain est lancé dans la transformation numérique pour son développement. Une rencontre pour faire le point de l'état d'avancement dans chaque pays. La 9e réunion pour l'Afrique intelligente tenue par visioconférence sous la présidence de Paul Kagame. Plusieurs chefs d'État et des ministres ont pris part à ce rendez-vous virtuel. La phase pilote du projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole officiellement opérationnel. 6 jeunes dans les villages de Grand Bassam, Vitré 1 et 2 ont reçu 2 fermes d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA chacune. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, exhorte les bénéficiaires à plus d'engagement pour la réussite de leurs activités. Et puis le président français Emmanuel Macron, testé positif à la Covid-19, s'isole pendant 7 jours. De nombreux autres responsables politiques nationaux et internationaux se sont immédiatement placés à l'isolement après des contacts avec lui. La première dame, Brigitte Macron, elle, a été testée négative le mardi. Il a été adopté en commission le week-end dernier à Yamoussoukro. Le budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire soumis à l'ensemble des députés réunis en plénière. Cette fois, le Sénat dit oui définitivement au budget de la nouvelle année qui s'élève à 8 398,9 milliards de francs CFA. Cette séance a aussi été l'occasion d'aborder d'autres questions. Le point avec Kader Sogodogo. Les sénateurs sont aux urnes. Après son adoption en commission, le budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire est soumis en plénière. Et seuls les résultats sortis de l'urne situeront sur son adoption définitive. Au terme du vote, les résultats suivants sont à noter. 68 pour, 1 contre et 10 abstentions pour la plupart des sénateurs qui n'ont pu effectuer les déplacements. Nous pensons que ces 149 programmes à travers les 9 missions pourront permettre au président de la République et à son gouvernement de mettre en œuvre son programme de développement social et économique de la Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire solidaire. C'est un budget qui dessine des horizons, c'est vrai, mais qui prend en compte les préoccupations des Ivoiriens à travers la politique économique et financière de la Côte d'Ivoire. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021 retourne sur la table du gouvernement en vue d'être promulgué. À cette même séance, l'exercice budgétaire 2019 a été approuvé par les sénateurs qui ont également voté favorablement à l'agenda 2030 du Sénat sur les collectivités territoriales. 6 points essentiels à retenir: la représentativité des collectivités territoriales par le Sénat, le transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales, la promotion de la coopération décentralisée et l'action internationale, la participation citoyenne dans la gestion, une appropriation de la lutte contre le changement climatique et enfin l'amélioration du statut des élus locaux. À présent, ce communiqué du gouvernement dans son discours à la nation le lundi 14 décembre 2020 à l'occasion de son investiture. Le président de la République, Alassane Ouattara, a instruit le Premier ministre à l'effet de reprendre les discussions avec les partis politiques pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la commission électorale indépendante en vue de la tenue des élections législatives dans le courant du premier trimestre 2020. Il a en outre invité l'ensemble des partis politiques à saisir cette nouvelle opportunité qui s'offre à tous pour aboutir à la décrispation du climat politique afin de renforcer la paix et la stabilité politique dans notre pays. En exécution de ces instructions, M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, procédera à l'ouverture des nouvelles sessions de dialogue politique le lundi 21 décembre 2020 à 10h à la primature. Comme il est d'usage, des courriers individuels seront adressés aux responsables des partis et groupements politiques ainsi qu'à ceux des organisations de la société civile concernées en vue de les inviter à l'ouverture de ces sessions de dialogue politique. C'est fait à Abidjan le 17 décembre 2020. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé.
Le marché de la finance islamique éprouve quelques difficultés à pénétrer le dispositif de financement des activités économiques en Côte d'Ivoire. Une des raisons, les textes réglementaires de la BCEAO n'ont pas été suffisamment vulgarisés. Une formation justement se déroule à Abidjan pour promouvoir cet outil alternatif de financement auprès des populations et des banques classiques. Lansine Bakayoko. Au niveau mondial, le secteur de la finance islamique est très largement dominé par les activités bancaires qui représentent plus de 75% de ses actifs. Malgré ce potentiel, cet outil de financement a du mal à pénétrer le marché ivoirien. La finance islamique est une industrie naissante qui n'est pas véritablement connue dans notre environnement, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans l'espace 8 mois. Pour aujourd'hui amener les gens, les uns et les autres à comprendre et à connaître l'industrie de la finance islamique, il faille qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation à l'endroit aussi bien du contribuable ivoirien que de la population en général. Cette session de formation vise donc à faire une meilleure promotion de la finance islamique afin de susciter la décision de plusieurs autres institutions financières à mettre à la disposition de leur clientèle cet outil de financement. Quoique la BCEAO ait créé toutes les conditions réglementaires, l'information suffisante n'a pas été diffusée à l'intention de ceux-là même qui doivent mettre en œuvre la finance islamique. C'est une finance éthique et qui fait beaucoup d'investissements, beaucoup de création de valeur et donc d'emplois. La finance islamique propose entre autres les produits de collecte d'épargne, des services de paiement et de gestion de liquidités ou même des produits de financement non participatifs. Il s'agit, à travers l'initiative de cette rencontre, de développer une expertise locale dans ce domaine. Je reste donc convaincu que tout le secteur financier ivoirien y trouvera un grand intérêt. À ce jour, on dénombre 5 institutions financières ivoiriennes qui pratiquent la finance islamique, dont 2 banques et 3 systèmes financiers décentralisés. Le système financier qui est d'un apport important dans la transformation numérique de l'Afrique. La 9e réunion du Conseil d'administration pour l'Afrique intelligente s'est tenue au Rwanda. Plusieurs chefs d'État et ministres ont assisté à cette rencontre virtuelle présidée par Paul Kagame. Une visioconférence au cours de laquelle le président rwandais et tous les participants ont fait le bilan de l'année écoulée sur cette migration dans chaque pays. Abou Sanogo. Plusieurs chefs d'État et ministres à la 9e réunion du Conseil d'administration pour l'Afrique intelligente dénommé Smart Africa, qui est un engagement novateur des chefs d'État et de gouvernement africains qui vise à accélérer le développement socio-économique et durable sur le continent en introduisant l'Afrique dans une économie de la connaissance grâce à un accès abordable au haut débit et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. À cette 9e réunion présidée par le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, il s'agissait de faire le bilan de l'année écoulée sur la transformation numérique dans chaque pays et d'envisager les perspectives pour les années à venir. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, beaucoup d'efforts ont été faits selon le ministre de l'économie numérique et de la Poste Mamadou Sanogo. Il a dressé le bilan de la Côte d'Ivoire au plan national et international. Bilan marqué par la mise en place de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité en partenariat avec la direction de l'informatique et des traces technologiques, l'amélioration du cadre réglementaire en matière de sécurité, des transactions électroniques et des systèmes d'information, de cybercriminalité et des données à caractère personnel et la participation active de la Côte d'Ivoire aux travaux de l'Africa CERT et des commissions d'études de l'UITT sur les questions de sécurité des technologies de l'information. Notons que 26 pays, plusieurs organisations clés et partenaires ont pris part à la 9e réunion du Conseil d'administration pour l'Afrique intelligente au Rwanda. Je vous donne le contenu de ce communiqué. Il revient au ministère de la Communication et des Médias que les conclusions d'une étude d'audience des chaînes de la télévision numérique terrestre TMT en Côte d'Ivoire sont diffusées auprès des annonceurs. Le ministre de la Communication et des Médias rappelle à tous les acteurs de l'environnement audiovisuel que selon les termes du décret 96-630 du 9 août 1996 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la publicité, la vérification de l'audience des supports relève des compétences du dit organe qui n'a pas été associé à cette initiative. Par conséquent, les conclusions de cette étude ne peuvent engager
que leurs auteurs. C'est signé pour le ministre et par délégation le directeur de cabinet Jean-Martial Adou. Lancée en 2018, la phase pilote du projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole est officiellement opérationnelle depuis hier mercredi. 6 jeunes dans les villages du Grand Bassam reçoivent 2 fermes d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA chacune. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse exhorte les bénéficiaires à plus d'engagement pour réussir leur insertion. Walter Amadou Ouattara. La coupure symbolique de ruban par le ministre Mamadou Touré marque ainsi de façon officielle le début de la phase d'exploitation de cette ferme. Nous sommes à Vitre 2 dans la commune de Grand Bassam. C'est la mise en œuvre du projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole. Ce projet est porté par l'Agence Emploi Jeunes, AEJ, et le programme d'appui à la production avicole nationale, PAPAN. Pour cette phase pilote lancée en 2018, 128 fermes dénommées Petites Entreprises Avicoles, PEA, seront installées. Les bénéficiaires retenus après analyse de leur dossier puis une formation traduisent ici leur reconnaissance au gouvernement. Notre reconnaissance va en particulier au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa vision pour une jeunesse active et épanouie. Je voudrais vous rassurer de notre détermination à réussir le challenge d'être propriétaire de fermes et encourageant tous nos amis jeunes à s'inscrire massivement aux opérations pilotées par l'Agence Emploi Jeunes et celles du ministère des Ressources animales et halieutiques. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes exhorte les bénéficiaires à plus de responsabilités dans la gestion de leurs fermes. Cette phase pilote couvre 8 régions. Elle a nécessité 1 184 307 400 francs CFA et doit permettre de créer 72 petites entreprises agricoles. Je veux vous dire, chers jeunes bénéficiaires de la phase pilote, que ce projet a été conçu pour vous et avec vous. C'est à vous qu'il revient de le porter. Et c'est à vous de bien travailler pour permettre donc à d'autres d'en profiter. Le projet d'insertion des jeunes dans le secteur avicole vise à contribuer à résorber le chômage des jeunes tout en luttant contre l'insécurité alimentaire. Ce projet est conjointement mis en place par les ministères de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes ainsi que par celui des Ressources animales et halieutiques. Un autre projet, cette fois au ministère de l'Environnement. On va le voir avec Grace Kando. L'atelier de lancement du renforcement des capacités des acteurs de la filière bois vient de se tenir. Ils ont été sensibilisés sur la nécessité de création d'une centrale d'achat de bois légal. Les acteurs de la filière bois en Côte d'Ivoire sont confrontés à d'énormes difficultés. C'est notre matière première qui est le bois. Et nous sentons que le bois finit parce que nous avons beaucoup utilisé le bois, mais nous n'avons pas planté. Très souvent, quand nous devrons aller payer le bois, non seulement il est coûteux, et il est difficile parce que je pense que la réglementation au niveau du bois en Côte d'Ivoire est un peu compliquée parce que nous ne connaissons pas le quota qui doit rester pour la consommation locale. Et donc tout ça, ça pose vraiment un problème. Pour changer la donne, la Fondation APSI, Association des volontaires pour le service international, décide de regrouper les acteurs de la filière bois en fédération afin de défendre leurs droits auprès des instances décisionnelles. Il s'agira de mettre en place la titularisation au niveau légal et fonctionnel d'une centrale d'achat. La centrale d'achat pour nous, ce sera un marché où tout menuisier qui fera partie de ce projet viendra s'approvisionner en bois légal, puisque ce bois sera acquis auprès des industriels de bois qui sont légalement constitués, mais aussi à les mettre en relation avec d'autres structures hors de la Côte d'Ivoire. Nous savons que l'acquisition du bois pour ces travailleurs de la filière bois indépendants, individuels, est une épine dorsale. C'est en cela, en voulant les organiser en fêtières, en voulant les organiser en associations crédibles et mieux structurées, cela leur permettra de faciliter l'acquisition du bois légal à travers une convention avec les scieries. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'appui à la structuration et à l'amélioration des acteurs du marché domestique au processus APV-FLEG en Côte d'Ivoire. Un programme pour l'application des réglementations forestières et la bonne gouvernance.
Promouvoir la bonne gouvernance qui intéresse aussi la CEDEAO, l'organisation sous-régionale initie un prix d'excellence. La Côte d'Ivoire va présenter pour la première fois des candidats à la 3e édition. Ce prix qui récompense des personnalités aux structures pour leur leadership dans l'espace ouest africain. Le comité de sélection des compétiteurs ivoiriens est à la tâche. Il vient de lancer ses activités, dont voici les détails avec Moussa Konaté. Le prix d'excellence de la CEDEAO vise à récompenser des personnalités ou entreprises pour leur leadership dans la région ouest africaine. Pour la participation de la Côte d'Ivoire, un comité de sélection est mis en place. Il est composé de cadres de différents ministères, des responsables de la société civile et du secteur privé. Réuni ce jour, ce comité s'active pour le choix des compétiteurs ivoiriens. Il s'agit de 5 prix. Un prix pour récompenser une personnalité politique, économique, une autre personnalité, un prix pour les citoyens de la CEDEAO, et puis un prix au niveau de la science qui va récompenser une personnalité scientifique ou une institution scientifique, et puis une personnalité de l'art, et enfin une personnalité ou une personne morale qui aura marqué le pays par rapport au cinéma. Le prix d'excellence de la CEDEAO est à sa 3e édition cette année. La Côte d'Ivoire y participe pour la première fois. Je souhaite tout simplement que ceux qui vont être sélectionnés soient performants pour qu'à la sélection au niveau de la communauté, ils soient retenus pour faire la fierté de notre pays. Le comité de sélection a jusqu'au 30 décembre 2020 pour recevoir les candidatures. Ces conclusions sont attendues le 7 janvier prochain. Ils sont 44 experts du genre qui viennent de recevoir leur diplôme. Cette formation est initiée par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Elle vise à contribuer à la création d'un environnement favorable à la promotion de l'approche genre, un outil de développement efficace, inclusif et durable. Sephora Zegui. Auditeur, il y a 9 mois à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, ces 36 femmes et 8 hommes sont désormais des experts en ingénierie du genre. Le parchemin en poche, ils vont travailler à réduire les inégalités et rétablir l'équité entre les hommes et les femmes. Au regard des défis qui nous attendent, nous exprimons ici notre absolu engagement à œuvrer à vos côtés, Madame la Ministre, et aux côtés des autorités compétentes pour plus de justice sociale, pour rétablir les équilibres menacés, accompagner et favoriser les évolutions sociétales, promouvoir l'égalité des chances et lutter contre les discriminations. Euphrasie Yaokwasi, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, après avoir félicité ses nouveaux diplômés, annonce des innovations pour les prochaines sessions. Elle ouvrira ses portes au niveau international en combinant les cours en ligne et les cours en présentiel. Comme ça, nous aurons des auditeurs de tous les pays qui frappent depuis un moment à la porte. Nous envisageons spécialiser nos auditeurs aux nouveaux enjeux du moment, au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, genre, paix et sécurité sociale et les violences basées sur le genre. Représentant le parrain de la promotion, Charles Kwasi, directeur général de la CNPS, Serge Dibi s'est réjoui de l'excellent travail abattu par la chaire UNESCO. Il invite ses filleuls à faire de la Côte d'Ivoire une référence dans la promotion du genre. Un témoignage de notre institution a accompagné cette initiative qui vise à mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde des experts en genre et développement, contribuant ainsi à faire la promotion du genre dans notre pays, un idéal partagé par tous. Depuis 2018, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision a formé 109 experts issus de différents secteurs d'activité en ingénierie du genre. Pour postuler à cette formation, s'inscrire au www.chairunesco-elearning.com. Les inscriptions ont démarré et prennent fin le 12 janvier 2021. On reste aussi vigilant car la Covid-19 n'est pas terminée. On ne relâche donc pas dans l'observation des gestes barrières.
Voici le point de ce jeudi. 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 1896 échantillons prélevés, soit 1,6% de cas positifs, 37 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 21 772 cas confirmés, dont 21 401 personnes guéries, 133 décès et 238 cas actifs. En France, Emmanuel Macron testé positif à la Covid-19 ce jeudi. Selon le palais de l'Élysée, le président français avait eu des symptômes. Le chef de l'État va désormais s'isoler pendant 7 jours. De nombreux autres responsables politiques nationaux et internationaux se sont immédiatement placés à l'isolement après des contacts avec lui. Il s'agit notamment des premiers ministres français, espagnols et portugais. La première dame, Brigitte Macron, elle a été testée négative le mardi. Un agenda évidemment bousculé puisque le président français devait se rendre au Liban mardi et mercredi prochain pour passer un réveillon avec les militaires français de la force intérimaire des Nations Unies. Dans la lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire n'est pas seule. La République tchèque offre 20 lits, la Chine des respirateurs, des dons d'une valeur de 36 millions de francs CFA. Patricia Omouetia. Une vingtaine de lits médicalisés pour améliorer l'efficacité des soins au centre hospitalier universitaire de Treichville. Ces lits serviront aux soins intensifs en pédiatrie et aux soins courants. C'est un don de la République tchèque qui s'inscrit dans la continuité pour un contrôle efficace de la pandémie de la COVID-19. Selon le directeur général du CHU de Treichville, la vision de son établissement consiste à en faire un hôpital de référence. Mais pour y parvenir, bien entendu, il faut des équipements, il faut des ressources humaines de qualité. Mais là, je pense que les dons que nous venons de recevoir contribuent effectivement à la réalisation de cette vision. Donc nous sommes très fiers. Toujours dans le même esprit, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a également reçu un autre don de kits de diagnostic et des respirateurs de la République populaire de Chine. La remise a eu lieu à la nouvelle pharmacie de santé publique. Occasion pour Akaoulé d'annoncer le projet d'urgence de la ville du Grand Abidjan, validé par le président de la République, et l'introduction du vaccin de la COVID-19 sur le territoire ivoirien. En tant que bon ami et de bon partenaire de la Côte d'Ivoire, la Chine va continuer d'accompagner les amis ivoiriens pour gagner la victoire finale dans cette lutte contre la COVID-19. Depuis septembre, nous enregistrons moins de 5% de taux de positivité par jour qui indique que la gestion de la COVID-19 est sous contrôle. La Côte d'Ivoire est assurée de devoir introduire donc ce vaccin sur son territoire et la date probable, c'est avril 2021. Ces différents dons sont la preuve de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et ces différents pays pour remporter la bataille contre la COVID-19. Un autre mal qui sévit, la tuberculose. La lutte est également engagée. Protégeons nos enfants. C'est le message d'une caravane de sensibilisation et de dépistage contre la maladie. Elle a démarré dans la commune d'Abobo avec un objectif de 1000 personnes à dépister. Issa Tchonayo. Afoué Ouattara est commerçante au marché des Sagoué Céleste, commune d'Abobo. Aujourd'hui, elle marque une pause pour prendre part à la séance gratuite de dépistage de la tuberculose organisée dans son quartier. C'est très important. Parce que quand tu es là, quand tu sais déjà ce que tu as là, tu peux te traiter. Mais quand tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Cette séance de dépistage est la première édition de la caravane de sensibilisation sur la tuberculose, organisée par Alliance Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons vraiment un gros problème de notification de la tuberculose, surtout la tuberculose au niveau de l'enfant. Et donc, nous avons un problème d'abord structurel au niveau de dépistage, au niveau clinique, qui est un gros problème. Et ensuite, il y a aussi au niveau de la connaissance de la maladie de la tuberculose de l'enfant au niveau de la population. Et donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour pouvoir donner les informations qu'il faut à la population de Siagbé, pour que ceux-ci viennent avec leurs enfants pour se faire dépister de la tuberculose. Si on a des cas dépistés, diagnostiqués TB confirmés, ces patients-là seront appelés chez nous, ils seront référés au CAT pour débuter le traitement antituberculeux. Selon Alliance Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs autres quartiers du district d'Abidjan, la tuberculose sévit gravement dans le quartier des Sagoué Céleste. Pour les populations donc, cette initiative est la bienvenue. La tuberculose pédiatrique est une affaire de santé publique. Et quand on voit les techniciens se déplacer jusqu'à nous
pour prendre en charge nos enfants, nos épouses, pour faire le dépistage de nos enfants, c'est un plaisir pour nous. Protégeons nos enfants de la tuberculose. C'est le thème de cette première édition de la caravane de sensibilisation pour dépister environ 1000 personnes, aussi bien de la tuberculose que de bien d'autres pathologies comme le VIH-Sida. Après Abobo, Cap sera mis sur le quartier de Gonzagueville et à Djoufou, dans la commune de Port-Boué. Dans l'actualité politique, le RHDP ne l'oublie pas. Ce parti continue de se souvenir de celui qui fut jusqu'au 8 juillet dernier son président de directoire et candidat désigné à la présidentielle, Amadou Gon Coulibaly. Depuis ce jeudi, une délégation conduite par le directeur exécutif est arrivée à Korogo pour des journées d'hommage à l'ex-premier ministre. Mahama Traoré est dans la capitale du Poro. Après la victoire, l'hommage de l'équipe au capitaine disparu avant la bataille. Ce jeudi, les ministres, élus et cadres du RHDP sont arrivés à Korogo pour 3 journées mémorielles en hommage à Amadou Gon Coulibaly, son candidat initialement désigné pour l'élection présidentielle, mais disparu le 8 juillet dernier. Le parti au pouvoir se dit donc en pèlerinage dans la capitale du Poro, afin de concrétiser la victoire dédiée à son défunt porte-flambeau. Ils sont venus nous recueillir et rendre hommage à celui-là même qui, par sa compétence, par son engagement, par sa fidélité, sa loyauté, qui sont des valeurs pérennes, a montré qu'il était un digne fils du président Alassane Ouattara, mais un digne fils de la Côte d'Ivoire. C'est donc des moments difficiles, c'est des moments douloureux que nous sommes venus partager avec la famille, avec les populations congolaises. Mais en même temps, c'est des moments de projection, parce que nous avons su surmonter l'épreuve, mais devant, il y a encore des défis. Dès son arrivée à Korogo, la délégation est allée faire savoir l'objet de sa venue à la grande famille Gon Coulibaly, une famille qui s'est dû toucher par cette démarche. Vous êtes dans le prolongement de la démarche du chef de l'État qui, à plusieurs reprises, a dit que ce nouveau mandat qu'il briguait était le mandat d'Amadou et il lui a dédié sa victoire. Nous ne pouvions donc accepter ce souhait de venir ici sur cette terre, lui rendre hommage, de venir ici sur cette terre, lui présenter cette victoire, et ça ne pouvait se faire qu'au lendemain de la prestation de serment du chef de l'État. Au programme de ces journées mémorielles en hommage à Amadou Gon Coulibaly, prières et recueillement sur la tombe du défunt. Dans la Nawa, la section régionale de Force 2015 s'implique dans le renforcement de la cohésion sociale. Elle a mené des activités dans la localité. Les populations de Meyagui exhortées à la paix. Jean-Marc Diadi. Les jeunes militants du RHDP de la commune de Meyagui, réunis au sein du mouvement Force 2015, célèbrent la paix et la cohésion sociale. Occasion leur est donnée de remercier les populations pour leur sens du civisme et du patriotisme pendant les incidents survenus lors de la période électorale. Nous disons déjà merci à cette jeunesse-là qui a compris qu'il faut dépasser les intérêts politiques, il faut dépasser les intérêts personnels, il faut comprendre que la jeunesse doit avancer. Si la jeunesse doit avancer, ça doit être de la paix. Au niveau de la nation, il y a eu tellement d'incidents qui ont émaillé ces élections-là, mais par la grâce de Dieu, à Meyagui, nous n'avons pas connu de mort. C'est vrai, il y a des gens qui n'étaient pas contents de ces élections, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien déroulé à Meyagui. Et aujourd'hui, sous l'égide de ce mouvement Force 2015, les jeunes se sont retrouvés, la population de Meyagui s'est retrouvée ici pour commémorer ensemble la paix au niveau de Meyagui. Le président régional du mouvement Force 2015 a tenu à féliciter la jeunesse et les chefs de communauté de Meyagui pour leur contribution aux efforts de paix dans la localité. Après les élections, il y a eu des escarmouches par-ci par-là, mais en même temps à Meyagui, Dieu merci, nous n'avons pas eu un affrontement intercommunautaire. Donc c'est l'occasion pour nous de dire merci à cette jeunesse-là qui est restée sage, qui allait voter et qui a protégé nos résultats dans les urnes. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, compte à ce jour dans la commune de Meyagui plus de 10 000 adhérents mobilisés pour le développement du RHDP dans le dit département.
Les cadres RHDP de Gagnoa félicitent les militants pour leur mobilisation le jour de la présidentielle. Ces cadres conduits par le coordonnateur régional du GO, Didier Bagnon, expriment leur gratitude aux populations. Ils ont aussi parlé des élections locales à venir. Moussa Konaté. Les militants du RHDP de Gagnoa dans la région du GO se sont mobilisés le 31 octobre pour voter. Une mobilisation qui a contribué à la victoire du président Alassane Ouattara. Les militants du RHDP de Gagnoa sont donc félicités par leurs responsables locaux. Je suis fière parce qu'ils sont venus remercier les femmes. Ça fait que ça a motivé les militants et les militantes. Nous, les femmes du GO, nous soutenons les actions du président Alassane à travers ses délégués, ses coordinateurs dans la région du GO. Il faut dire qu'à Gagnoa, ceux qui ont voté pour le président Alassane sont passés de 17 000 voix en 2015 à 19 000 voix en 2020. Cela a dû à quoi? À la mobilisation des gens, à l'adhésion des jeunes, des femmes, des enseignants au mot d'ordre du parti, surtout à leur adhésion à la politique du président Alassane Ouattara. Les cadres du RHDP de Gagnoa avec à leur tête Joachim Didier Bagnon ont tenu à témoigner leur reconnaissance aux militants pour leurs efforts. Il fallait qu'on revienne ici à la base pour remercier tous les délégués et tous les présidents des secteurs, des délégués, tout en leur disant de continuer sur cet élan pour que la Côte d'Ivoire avance. Les responsables du RHDP de Gagnoa ont également invité les militants à rester mobilisés pour les combats futurs, notamment les élections législatives. Les Ivoiriens vivant au Niger ont aussi suivi la cérémonie de prestation de serment du président de la République le lundi. La communauté ivoirienne sensibilisée sur la nécessité de la paix en Côte d'Ivoire. Éric Goré. Akessé Victor, consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Niger, échange avec la communauté ivoirienne vivant dans ce pays. Cette rencontre a lieu à l'occasion de la prestation de serment du président de la République de Côte d'Ivoire. Moment spécial placé sous le sceau de la paix et de la réconciliation. Ce sont plus de 4000 Ivoiriens qui vivent ici. Chers compatriotes, nous sommes tous réunis ici pour célébrer l'investiture du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour son premier mandat dans la Troisième République. Par ma modeste voix, les ressortissants ivoiriens du Niger lui présentent leurs vives félicitations et lui souhaitent un mandat de prospérité et de développement pour la Côte d'Ivoire. Ce quinquennat doit voir l'inauguration du 4e et 5e pont d'Abidjan, l'inauguration du métro d'Abidjan, l'achèvement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Boaké, de Boaké à Ferké, l'achèvement de l'échangeur de l'Indigné, de l'électricité, de l'eau potable pour tous les habitants de Côte d'Ivoire. Le Niger, pays ami de la Côte d'Ivoire, compte une forte délégation de plus d'1 million de Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire en bonne intelligence. Dans le reste de l'actualité, au Bénin, le parti d'opposition, les démocrates, reconnu officiellement par le ministère de l'Intérieur, il a présenté à Thomas Boni-Yahi, son président d'honneur et fondateur, le récépissé d'existence légale. À cette occasion, l'ancien chef de l'État béninois s'est exprimé pendant de longues minutes devant ses militants. Il réclame un dialogue national et plaide pour une élection présidentielle inclusive. La Russie est exclue pour 2 ans des grandes compétitions mondiales, dont les Jeux olympiques d'été de Tokyo en 2021 et ceux d'hiver de Pékin en 2022. Le pays sanctionné pour avoir transgressé les règles antidopage. C'est l'annonce faite ce jeudi par le tribunal arbitral du sport. Le TAS a aussi condamné Roussada, l'agence antidopage russe, à payer environ 1 million d'euros pour rembourser les expertises menées depuis janvier 2019. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le 23h avec Abdoulaye Koné ce soir. Le sage dit, on ne bat pas le tambour sur la poitrine d'un autre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.